Mesdames et messieurs, bonsoir. 77e jour du génocide à Gaza et les frappes se multiplient. Pendant ce temps, on parle de plus en plus de pourparlers dans les coulisses pour tenter d'arracher un cessez-le-feu. Le monde est suspendu aux décisions de l'ONU avec l'espoir que la montagne accouche d'une souris. Le mot trêve humanitaire fait très vite place à celui de cessez-le-feu, mais ni la trêve humanitaire, ni le cessez-le-feu, ni pour un grand-chose l'aide distillée donc à petite dose ou à dose homéopathique n'impressionne plus les Palestiniens qui n'ont plus rien à perdre de plus que ce qu'ils ont déjà perdu. Passé à la vitesse supérieure, l'entité sioniste procède désormais aux exécutions sommaires et fait passer les prisonniers civils, médecins, ingénieurs, professeurs arrêtés au nord de Gaza pour des membres du Hamas. Des experts du droit de l'homme onusiens demandent l'ouverture d'une enquête sur ces dépassements. Mesdames et messieurs, le débat est lancé. Alors pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Badis Khanissa. M. Badis Khanissa, bonsoir. Vous êtes analyste en questions internationales et politiques. Vous êtes également le président de Think Tank Émergence. Salam Azoul, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Rien ne va plus, Badis Khanissa, l'armée de la honte sioniste face à l'impasse, bien sûr, et hormis bien sûr le contrôle aérien qu'elle impose aux victimes de Gaza, sur le terrain, les échecs se multiplient. Plus de 465 morts depuis le début des opérations terrestres, 465 morts de soldats de l'entité sioniste. Absolument, officiellement, on va dire, parce c'est qu'officieusement, effectivement, les chiffres qu'ils ont donnés absolument. Pour l'instant. Non, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous faisons face à un événement historique, à savoir ce génocide au vu, au su d'États qui se targuent justement de parler de démocratie, qui se targuent de parler de sécurité des peuples. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé d'ailleurs au Conseil de sécurité, compte tenu des conditions exécrables, mais surtout aussi de cette épuration ethnique, tout simplement, du peuple palestinien, vient réconforter quelque part le dessein et les velléités surtout de l'entité sioniste, bien évidemment avec ce support et ce soutien indéfectible des États-Unis, à savoir celle qui a qualifié, pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'Israël comme ce partenaire fondamental. C'est pour vous dire qu'effectivement, Israël aujourd'hui se délecte de cet assassinat, se délecte de ce génocide, se délecte aussi de cette épuration ethnique, se délecte aussi des conditions de vie inhumaines du peuple palestinien, encore une fois. Et excusez-moi aussi de vous le dire, mais s'il y a bien peut-être quelque chose à laquelle l'entité sioniste aujourd'hui a réussi, une seule chose, c'est bien la banalisation de ces génocides, la banalisation des meurtres et des crimes contre l'humanité auxquels aujourd'hui nous voyons que ni même le Conseil de sécurité, encore moins la communauté internationale, peuvent être audibles vis-à-vis de ces crimes contre l'humanité. Et encore une fois, dans une délectation abjecte et exécrable, mais surtout qu'on doit rejeter avec force et détermination. Mais, encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est la montagne qui accouche d'une souris, et c'est le peuple palestinien qui on paye le lourd tribut, puisqu'aujourd'hui, l'entité sioniste est passée dans une espèce de stratégie encore plus machiavélique qu'elle l'était, à savoir exploiter la famine comme arme de guerre. On parle d'otages, effectivement, dans cette équation, puisque l'Occident, à chaque fois, brandit l'étendard des otages et la libération des otages et conditionner cette libération avec d'autres avantages, à savoir des droits humains, puisque un droit humain, je rappelle, n'est pas un menu à la carte qu'on doit conditionner. Et d'ailleurs, ce conditionnement, excusez-moi, ce conditionnement met en exergue effectivement que l'entité sioniste est bien dans une dynamique de punition collective contre le peuple palestinien. On ne peut pas conditionner ce type de droits fondamentaux, à savoir le droit de la sécurité, le droit à la nourriture, le droit à l'énergie, le droit à la santé, aux soins médicaux. Le droit à la protection parce que les blessés ne sont pas protégés. Absolument, absolument. Donc c'est pour vous dire, cette famine aujourd'hui est une arme de guerre, non pas soutenue par Israël, puisqu'Israël a démontré depuis le premier jour ses attentes et son projet vis-à-vis de la Palestine. Il faut revenir un peu à la genèse. Moi, je reviendrai au foyer national juif.
c'est nécessaire. Au lendemain justement de la déclaration de Belfort, et dans laquelle, j'ai envie de vous dire, au lendemain de cette déclaration, aujourd'hui plus de 5 millions de Palestiniens sont otages de l'entité sioniste, et non pas une centaine d'Israéliens aux mains du Hamas. Un Hamas qui enfin, in fine, si vous voulez, il est dans une approche de résistance et de résilience avec les peu de moyens qu'il a, et contre vents et marées, contre parfois même des États arabes qui, je dirais, ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Oui, mais cette fois-ci, ils ont vraiment manqué le rendez-vous, parce que d'habitude, on a quand même des tractations, on a des pays arabes qui bougent, mais là, on a vu quand même que le silence était total. C'est un véritable silence radio. Alors, M. Badis-Khanissa, le Conseil de sécurité vient de se prononcer. Ça fait 3 jours ou 4 jours qu'on attend que la décision soit prise ou que le vote ait lieu. Bien sûr, très timidement, la décision a été prise dans le bon sens. À savoir dans le bon sens, dans le sens où ça devait l'être depuis longtemps. Alors, on ne parle pas de cessez-le-feu. Le mot cessez-le-feu apparemment dérange énormément. On a besoin de lui supplanter un autre mot qui est celui de trêve humanitaire. Alors, on va aller vers une petite trêve humanitaire, mais une trêve humanitaire où très peu d'aliments passent, où tout est contrôlé. Je veux dire, on est dans la parcimonie. On décide de combien d'aide va rentrer, alors que c'est toute la bande, nord comme le sud, est complètement anéantie. Absolument. J'irai encore plus loin. Aujourd'hui, nous avons assisté une énième fois à ce que j'ai qualifié de vétoisation du génocide, permettez-moi de le dire, par l'État, enfin par les États-Unis, pour ne citer qu'elle, puisqu'aujourd'hui elle a démontré une énième fois. Et d'ailleurs, je reviens encore une fois à l'histoire, depuis la création du Conseil de sécurité, plus de 80 vétos ont été déclarés par les États-Unis, dont plus de la moitié, je vous dis la moitié de ces vétos sont au profit de l'entité sioniste, à savoir pour la protéger de toute critique ou toute poursuite, notamment pour des crimes contre l'humanité. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le projet sioniste a de beaux jours devant lui. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Donc oui, c'est des réunions qui se succèdent, puisque cette résolution est venue, n'en était pas à sa première tentative, elle a été reportée, le texte a été réédité, complètement modifié, refondé par les Émirats arabes unis d'ailleurs, à ce propos. Donc, et d'ailleurs, cette notion de cessez-le-feu a été extirpée de la mouture définitive. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, absolument. Donc, je suis désolé, mais je le dis peut-être cruellement, on est en train de passer un message aux Palestiniens qui consiste à dire la chose suivante. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de la nourriture, vous allez avoir des aides. Très peu. Voilà. Mais vous mourrez. On continuera à vous bombarder. Vous aurez 2 morts, deux façons de mourir. Ou par bombardement, ou par famine. Maintenant, vous aurez de la nourriture, mais la bonne chose, c'est que vous mourrez le ventre plein. Peut-être. Voilà. C'est pas sûr que... C'est pas sûr. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a ce jeu, je suis désolé de le dire, mais qu'on doit condamner avec fermeté. Les États, notamment les espaces, comme l'espace arabe, l'Union africaine, qui peuvent faire justement peut-être le là dans cette équation qui a été, je dirais... qui a fusionné avec le projet de l'entité sioniste, qui a été, je dirais, prise en otage, puisqu'on parle d'otage par justement l'entité sioniste, à son profit pour qu'elle puisse légitimer, crédibiliser, comme j'expliquais tout à l'heure, encore pire, c'est-à-dire banaliser un génocide en 2023. Et c'est ça, au fait, où réside le bât blesse. Les États-Unis, qui considèrent l'entité sioniste, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme ce partenaire fondamental, ce soutien idéologique qui justement voit en lui cette représentation, entre parenthèses, démocratique dans une zone qui est de moins en moins acquise, d'ailleurs, aux intérêts des États-Unis, voit en lui justement ce cheval de Troie qui permettrait de peut-être asseoir ce dessein, mais surtout aussi de défendre les intérêts à terme, de défendre aussi le projet expansionniste, puisque tout est lié. Expansionniste, celui de l'entité sioniste. Absolument. Parce qu'apparemment, tout le monde a intérêt en ce moment à ce que l'entité sioniste reste dans la région. Et bien sûr, très peu de soucis pour l'entité sioniste. Il y a quelques moments où il y a quelques jours, on a vu quand même des images qui ont circulé de prisonniers palestiniens, parce qu'ils se sont fait prisonniers, dévêtus, complètement dévêtus. Donc, ces images, selon Human Rights Watch, beaucoup de ces
prisonniers ont été exécutés de sang-froid. Il y a eu également la famille Hanan. La famille Hanan, ça fait 2 jours de cela, dont tous les hommes, les mâles, ont été exécutés de sang-froid. Ils ont été donc sommés de sortir. Ceux qui restaient comme enfants et comme femmes ont été donc priés de rentrer dans une chambre, ou ce qui en restait, et ils les ont dynamités. Donc nous sommes vraiment dans les exécutions sommaires, et ces prisonniers dont on parlait, qui étaient dévêtus, selon Human Rights Watch, disaient que des centaines de personnes, de ces prisonniers, ont été effectivement exécutés. Alors on parle de disparus, on parle de personnes qui ont été exécutées, et il y a une enquête qui a été donc exigée ou demandée, parce qu'on ne peut pas exiger, on n'exige rien à Israël, à l'entité sioniste, on demande gentiment une enquête. Monsieur Badisr Nissa, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'une enquête pourrait être mise en place pour justement identifier les auteurs de ces criminels, alors qu'on sait très bien et qu'il y a des preuves, et qui va faire ces enquêtes si tel est le cas? Non, mais je pourrais faire l'analogie effectivement avec cette demande d'enquête entre parenthèses gentiment proposée ou gentiment demandée par les États-Unis à la suite des exactions des collants en Cisjordanie contre les Palestiniens. Il n'y a pas un jour où les Palestiniens sont tués de sang-froid par des collants. Des collants, je rappelle, qui ont été armés à la demande du gouvernement extrémiste sioniste pour qu'ils puissent non pas se défendre, mais faire cette campagne de vendetta. Je dirais, de combat de vendetta et de vengeance contre les Palestiniens en Cisjordanie. Donc oui, vous faites bien de le rappeler, et je pense que le monde assiste à cette je dirais, massacre, je dirais, à ciel ouvert contre le peuple palestinien. Mais il faut aussi contextualiser les choses. Il faut connaître son ennemi. Aujourd'hui, l'entité sioniste, elle exerce un terrorisme d'État. C'est une entité qui n'a ni foi ni loi. C'est une entité qui a un dessein, des jalons, des velléités, et qui aujourd'hui a une locomotive historique qu'on n'a jamais vue au préalable, à savoir ce gouvernement extrémiste qui est dans une optique et perspective messianique. Oui. Messianique, ça veut dire idéologique, ça veut dire religieuse, ça veut dire extrémiste. Ça veut dire qu'il pense au retour du Messie à travers justement les exactions, à travers la prise et le contrôle justement du Grand Orient, j'entends. Je ne parle pas effectivement que de Gaza ou de la Palestine, mais de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, quand vous avez faites face à ce type d'ennemi, et qui plus est, un ennemi qui a ce luxe d'avoir la légitimité, mais surtout la protection et l'immunité des États-Unis. L'immunité, quelque part, in fine, du Conseil de sécurité et de l'Occident. Un Occident, d'ailleurs, qui a du mal à cacher les apparences, qui a du mal aussi à soutenir l'insoutenable, mais surtout aussi à défendre l'indéfendable. Puisque nous avons aujourd'hui, à titre symbolique, assisté à cette déclaration du président français, Emmanuel Macron, qui disait effectivement à la réponse d'une question que combattre le terrorisme, entre parenthèses, le Hamas, ne signifie pas raser Gaza. Mais ce n'est pas suffisant. Encore heureux qu'il se soit réveillé un petit peu. Mais ce n'est pas suffisant, moi je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui au moment où on parle, on est dans une course contre la montre. On a des enfants, on a des femmes, on a des personnes âgées, on a une population qui est tuée, décimée, qui est exterminée et décimée. Oui, alors, Badisr Nissa, il faut dire que ceux qui ont été exécutés, on ne sait pas quel est leur sort, mais on ne connaît pas non plus le sort des autres, parce que ces gens-là qui ont été détenus, complètement dévêtus, ce ne sont pas des membres du Hamas, même si les médias sionistes tentent de les faire passer pour des membres du Hamas. Ce sont des journalistes, des médecins, des infirmiers, des ingénieurs, c'est-à-dire monsieur tout le monde, le Palestinien, qui ont été identifiés par leurs parents. Et donc, aujourd'hui, pourquoi rien n'est fait justement pour que, devant ce genre de scène, on puisse établir les vérités ou peut-être soumettre une motion pour demander est-ce que ces gens-là bien soient libérés ou bien on puisse savoir où ils sont. Alors, tout est permis aujourd'hui pour l'entité sioniste sans que personne ne cligne de l'œil, alors que tout le monde est resté branché sur le 7 octobre en qualifiant ce qui s'est passé de pogrom. On ose parler de pogrom alors qu'il y a
tout un génocide, un holocauste. Je sais que certains n'aiment pas qu'on utilise ce mot parce qu'ils croient qu'ils ont un petit peu, si vous voulez, ce n'est que pour eux. Le monopole. Voilà, le monopole, merci beaucoup. Et donc, c'est un holocauste. Absolument un holocauste en 2023, mais qui, encore une fois, protégé et soutenu par certains États et par l'Occident notamment, puisque son inaction équivaut à une complicité. Il y a même une duplicité. Mais je reviens un peu sur justement cette notion de vouloir, c'est-à-dire à tout prix exterminer non pas la résistance, mais à travers elle, le peuple palestinien. Encore une fois, n'oublions pas que l'idée de base, et je dirais idéologique et extrémiste et religieuse du gouvernement israélien, je ne parle pas de Tsahal ou de l'armée, je parle de justement les donneurs d'ordre qui établissent une feuille de route militaire calqué, oui, je dirais, ou extrapolé d'un dessin religieux. C'est ça ce qui est le plus grave. C'est plus grave parce qu'on ne le permet pas pour les autres. Pour Absolument. Les autres, ça aurait été risible. Mais quand il s'agit d'identité sioniste, tout est permis, Absolument. Tout est acceptable. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a marketé, si je peux m'exprimer ainsi, oui, elle a marketé son projet sur une guerre contre un terrorisme, un certain terrorisme. Donc, ils sont allés jusqu'à dire, avec leur lobby, notamment en Occident, que Israël est le dernier rempart contre l'islamisme, et le dernier rempart contre un projet islamiste qui soumettrait le monde, et le dernier rempart contre un terrorisme international. Donc elle a joué sur les peurs justement de l'Occident, y compris l'opinion publique. Mais l'opinion publique, à travers les jours et les semaines, aujourd'hui depuis le début du 7 octobre et depuis cette guerre, effectivement a reconnu que, c'est-à-dire c'était des tours de passe-passe de la part d'Israël et de l'entité sioniste. Mais je reviens encore une fois sur ces massacres. Il faut aussi, là aussi, contextualiser. L'entité sioniste, à travers son armée, qui est en déroute, un échec cuisant, militairement parlant et politiquement parlant, essaye, ce que j'ai qualifié, avoir créé des espèces d'artifices militaires. Oui. Donc des tours de passe-passe dans lesquels, à travers cette propagande très soutenue, puisqu'ils ont les moyens, ils ont les lobbies, ils ont les leviers pour pouvoir orienter l'opinion publique et faire croire effectivement d'abord à son opinion nationale qu'elle cumule des victoires oui, militaires, oui, mais au détriment de peuples, au détriment de toute une nation, au détriment de tout un territoire. Donc cette approche de ni foi ni loi, elle a pour but effectivement de se donner un semblant de victoire, encore une fois militairement, mais surtout politiquement, puisqu'il est question... Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de trêve, pourquoi Israël, pourquoi Netanyahou essaye d'avoir, en tout cas exerce ses manœuvres dilatoires à travers le levier américain pour essayer de rallonger ou d'éloigner cette trêve humanitaire. Cette trêve sécuritaire équivaut, pour lui en tout cas, la fin de son avenir politique, la fin de son mandat, la fin de de sa gouvernance. C'est ce que j'allais dire, M. Badi Khnissa. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu global, c'est-à-dire n'équivaut pas le fait la fin de Netanyahou, parce que donc ce qui fait, il va perdurer avec l'aide des Américains. Absolument. Parce qu'il se sait finalement terminé. Une fois que le cessez-le-feu aura été prononcé, c'est également sa fin qui est prononcée. Il faudra revenir juste au dernier cessez-le-feu. Donc un dernier cessez-le-feu, Israël l'a vécu dans la douleur. C'était à contresens, puisque ce n'était pas son premier choix. Malgré qu'effectivement, de l'autre côté, ces soldats tombaient, je dirais, sur le terrain, avec bien sûr des chiffres occultés, opaques. Ceci étant, on le saura à terme, mais cela signifie qu'effectivement, il y a un avant et un après. Donc, quand fut le cessez-le-feu aux conditions, je dirais, du Hamas, puisque le Hamas est en position de force, et il est toujours en position de force. Et c'est ce qui rend, justement, Israël aujourd'hui, cet entêtement et cet acharnement. Je l'avais dit d'ailleurs à l'époque sur votre chaîne, qu'effectivement, à la suite de cette trêve, je crains malheureusement que Israël va revenir encore plus hargneuse, encore plus revancharde, pour s'inscrire dans une vengeance, non pas contre le Hamas, mais contre le peuple qui, pour elle, soutient le Hamas, pour le peuple qui soutient la résistance et la résilience. D'ailleurs, quand j'ai expliqué tout à l'heure que ce levier de pression qui consiste à prendre de la famine, je dis bien la famine comme arme de guerre,
a tout bonnement comme objectif d'essayer d'extirper, de dissocier cette fusion, cette symbiose entre le peuple palestinien et sa résistance. Sauf que ça a fait l'effet inverse. J'irai encore plus loin, ça a fait un autre effet positif à la résistance et à la cause palestinienne qui consiste à avoir plus de popularité et plus d'attachement de l'Occident, du peuple, de l'opinion internationale, notamment des peuples occidentaux qui aujourd'hui voient dans cette résistance l'unique levier pour pouvoir justement arriver à la déclaration d'un État palestinien avec les résolutions onusiennes. Oui, alors il y a également l'aspect de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la mer Rouge, parce que les Yéménites Houthis sont rentrés en jeu. Ils n'ont demandé l'avis de personne d'ailleurs, et il y a eu des attaques contre tous les navires qui pouvaient acheminer de l'aide, que ce soit du pétrole, du gaz ou encore des aliments ou même des armes. Et donc, aujourd'hui, ça a créé une véritable crise. On sait très bien qu'il y a eu des répercussions économiques très, très grandes sur l'économie, sur le prix du pétrole, du baril du pétrole. En dépit de toutes les menaces d'Israël, les Yéménites semblent déterminés à poursuivre leur travail jusqu'au bout. Ils l'ont d'ailleurs déclaré, nous n'avons peur ni des États-Unis, ni de ses alliés, et que la seule façon, s'ils veulent qu'on arrête, c'est justement d'arrêter les bombardements sur Gaza. Que pensez-vous de cette position de manière générale ? Écoutez, ce qui s'est passé en mer Rouge, effectivement, et à travers justement l'implication d'une manière effective des Houthis, donc du Yémen, mais pas que, puisqu'on avait... Une réaction très attendue de la part de la communauté internationale, il faut le dire. Absolument, absolument. Mais également aussi de l'Irak, faut-il le rappeler, et d'autres fronts comme celui du Liban Sud. Donc, c'est exactement les scénarios catastrophes que l'entité sioniste voulait éviter. Et que les États-Unis voulaient éviter à travers la pression. Absolument, par la globalisation de cette guerre qui, pour l'entité sioniste, signifierait l'ouverture de plusieurs fronts militaires. Et quand on sait qu'au lendemain du 7 octobre, les États-Unis non seulement a ouvert les vannes financières, mais également militaires. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, le mythe est tombé, celui de cette invincibilité d'une armée qu'on a survendue, qu'on a surmarketée, qu'au final, n'était qu'un géant au pied d'argile. Qu'on a fait passer pour la plus morale. Exactement, exactement. Là, c'est un autre débat, effectivement. Oui, donc, cette pression aujourd'hui en mer Rouge, même si tout de suite les États-Unis s'est attelés rapidement à vouloir dépêcher une alliance de plus de 20 nations à ce jour pour pouvoir juguler, réguler, sécuriser la mer Rouge, quand on sait que la mer Rouge est quand même le carrefour du transport maritime et l'axe névralgique justement des échanges commerciaux. Mais pour moi, à terme, ça aura en tout cas l'implication des Houthis en mer Rouge, même si elle est symbolique. Oui. À ce jour, ils ont à leur actif cette prise en otage de ce navire qui d'un affréteur israélien, mais ça a toute une symbolique beaucoup plus lointaine, à savoir la pression qu'elle exerce sur le monde. Quand on sait que déjà, on est en train d'à peine absorber les conséquences du Covid économiquement parlant, celles les incidents en Ukraine, et aujourd'hui, effectivement, avec ces événements qui se passent en mer Rouge. Nous l'avons vu, c'est-à-dire les bourses, les prix du marché se sont affolés, donc le prix de l'énergie s'est affolé, donc à terme, l'inflation va avoir des conséquences aussi négatives. Donc le pouvoir d'achat de l'Occident. Il y a même des multinationales qui avaient dit qu'ils allaient suspendre justement leur passage par Bab el-Mandeb pour les raisons que l'on connaît. Absolument. Alors que les États-Unis essaient par tous les moyens d'éviter cela. Cela veut dire que même si, comme vous dites, elles sont symboliques, mais elles ont occasionné un dégât que peut-être les Occidentaux n'avaient pas pris en compte parce qu'ils pensaient que tout le monde allait se taire, y compris donc les Yéménites. Il y a juste un petit aspect, il nous reste quelques petites minutes, j'aimerais qu'on conclue avec. Par rapport aux otages qui ont été tués, les otages, parce que moi quand je parle d'otages, c'est par rapport aux Israéliens, pour juste faire la distinction, en sachant pertinemment qu'il y a des otages également dans les prisons de l'entité sioniste, qui sont donc les Palestiniens. Ils ont été tués, ces 3 otages. On dit que c'est une erreur, malgré qu'ils portaient le drapeau. Mais il y a également, il nous reste 30 secondes, mais apparemment non, apparemment Israël veut tuer ces otages pour ne pas avoir les monnayés, M. Écoutez, l'entité sioniste et l'armée israélienne aujourd'hui a prolongé, je dirais, le principe, ce qu'on appelle le concept Hannibal, c'est le projet Hannibal. Voilà, le concept Hannibal, c'est quoi? C'est consiste à dire clairement qu'un soldat tué est mieux qu'un soldat otage. Aujourd'hui, c'est un civil tué vaut mieux qu'un civil otage. Ce qui explique un peu cette campagne je dirais, de ciblage et d'assassinat de ces otages. Parce qu'elle sait, in fine, que ces otages
vont lui coûter cher, comme Voilà. nous l'avons vu par le passé, et c'est un levier de pression du Hamas aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, 7 octobre, c'est ce qui s'est passé. Les otages ou les sionistes des kibboutz ont été effectivement tués selon les enquêtes qui ont été faites par les sionistes ou l'armée sioniste elle-même et non pas par le Hamas. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes qui ont été faites. Merci beaucoup, M. Badis Khamissa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Vous êtes également président du think tank Émergence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Restez toujours avec nous. Au revoir.